Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Aurélie, bonjour à Isabelle, bonjour à Jean-Baptiste, bonjour à Laurence, bonjour à Stéphanie, à Lucie. Alors, j'en ai encore plein d'autres qui viennent en même temps. Bonjour Améga, vous avez bien reçu le lien pour participer aujourd'hui. Tant mieux, je suis heureuse de vous voir. Bonjour à Stéphane, bonjour à Aurélien. Bonjour à Romain, bonjour à Michel. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire « Comment éviter le burn-out à la sortie de ce confinement ». Donc aujourd'hui, on va voir plusieurs choses ensemble. On va être ensemble à peu près pendant 1 heure. Donc je vais vous partager mon PowerPoint pour commencer. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, je vais vous le redire dans le PowerPoint, mais ce que je vous propose, c'est de vraiment noter toutes les questions. Alors, pas dans le chat qui est sur le côté, c'est-à-dire pas à l'endroit où vous m'avez mis bonjour, mais juste en bas, vous voyez, il y a une bande en bas où il y a écrit Q et R, donc c'est questions-réponses. Notez-moi bien toutes vos questions et toutes vos réponses à cet endroit-là. Comme ça, on va toutes les récupérer. Enfin, surtout vos questions, pardon, c'est moi qui vais y répondre, mais on va récupérer toutes vos questions et on va faire comme la dernière fois, on va faire un podcast qu'on va vous renvoyer pendant la période de Noël. Vous allez recevoir ça dans votre boîte mail. Donc vraiment, notez-moi toutes les questions dans le Q et R en bas. OK? Allez, on commence. Je vous ouvre mon PowerPoint. Là. Allez, c'est parti. Alors, effectivement, ce que je vais vous proposer, donc j'ai mon webmaster qui regarde quand même dans le chat ce qui se passe. Donc, si vous m'entendez bien, si vous voyez bien mon écran, je vous propose de mettre son OK et de mettre vidéo OK. Pour justement pouvoir vivre ce webinaire au maximum de sa valeur, je vous propose d'éteindre Facebook, c'est pour avoir plus de bandes passantes, de fermer tout ce qui est chat, de éteindre vos portables ou sinon de les mettre sur silencieux, également de porter un casque ou des écouteurs, ce sera beaucoup plus intense. Également de prendre un verre d'eau à côté de vous, de quoi écrire et noter, ce qui est important et justement toutes les informations que je vais vous apporter lors de ce webinaire aujourd'hui. Alors, à la fin de ce webinaire, attendez, je vais juste remonter la caméra. Je me suis rendu compte sur les précédents webinaires qu'on ne voyait pas après le texte qui était écrit. Alors, à la fin, pour tous les participants qui vont rester jusqu'à la fin avec moi, vous allez recevoir le replay du webinaire demain. Et vous allez également recevoir une vidéo avec certaines clés de la méthode Respire que j'utilise pour accompagner les cadres, les managers et les dirigeants qui sont en train de vivre un burn-out ou qui en ont déjà vécu un. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu notre précédent webinaire, qu'est-ce que le burn-out? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais moins aller sur ce sujet-là. Je vais plus aller sur les sujets qui ont été évoqués au préalable, c'est-à-dire le confinement, le télétravail, tout ça. Et on va voir un peu moins ce qu'est le burn-out. Donc, je vous propose vraiment d'aller voir. Alors, soit vous nous envoyez un mail pour recevoir le dernier webinaire que nous avons fait, ou également, vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Alors, à qui s'adresse aujourd'hui ce webinaire? Alors, tout particulièrement, si vous êtes DRH, manager, dirigeant, si vous souhaitez comprendre comment la situation que nous vivons actuellement peut emmener naturellement vers un burn-out, si vous avez constaté dans vos équipes que plusieurs personnes sont à la limite de vivre un burn-out et que vous ne savez vraiment pas comment faire. Et effectivement, si c'est un burn-out ou si c'est autre chose dont la personne souffre. Vous avez mis en place le télétravail et vous souhaitez faire de la prévention pour le burn-out pour éviter les arrêts dès la sortie du confinement. Également, si vous êtes un salarié, un cadre, un manager ou un directeur et qu'en ce moment, vous vous sentez vraiment épuisé et vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes à la limite de craquer, vous avez autour de vous des personnes qui, elles aussi, sont à la limite de vivre un burn-out et vous souhaitez comprendre ce qu'elles sont en train de vivre et vous êtes
à la limite, ou sinon vous êtes à la limite de faire un burn-out. Mais vraiment, là, vous êtes vraiment dans la troisième ou quatrième phase. Donc voilà, je vous propose vraiment d'aller voir le webinaire pour comprendre les différentes phases du burn-out. Ou vous avez déjà vécu un burn-out et vous souhaitez aujourd'hui vous faire accompagner et vous souhaitez trouver de nouvelles solutions. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, notez vraiment dans Q et R en bas à votre disposition toutes les questions. J'y répondrai dans un podcast qui vous sera envoyé pendant les fêtes de Noël. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le confinement, le télétravail, comment reconnaître le burn-out. Donc on va vraiment survoler cette partie. Et quelles sont les attitudes et habitudes prises pendant le confinement avec le télétravail qui amènent directement au burn-out. Alors, qui je suis pour pouvoir faire ce webinaire? Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurence Wurcevic, donc je suis experte en savoir-être et en leadership et également en accompagnement spécialisé dans le burn-out. Et j'accompagne les cadres, les managers et les dirigeants qui sont à la limite de vivre un burn-out ou qui en ont déjà vécu un. Mais surtout, j'accompagne les personnes qui ont vraiment compris que c'est essentiel de travailler sur soi pour vivre différemment cette étape que la vie nous propose, qui est vraiment une proposition de mettre en place de nouvelles attitudes et de nouvelles habitudes pour pouvoir justement découvrir le cadeau caché qui se trouve dans ce que les personnes sont en train de vivre. Alors effectivement, mon parcours professionnel est assez riche et varié puisque j'ai eu plusieurs postes, plusieurs emplois, j'ai eu plusieurs vies en une seule. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce qu'on peut faire dans la vente et dans le commerce. J'ai été négociatrice, acheteuse, commerciale sédentaire, commerciale terrain, chef de produit, enfin, chef d'entreprise. J'ai eu toutes les casquettes, directrice commerciale, directrice marketing. J'ai encadré, j'ai formé, j'ai accompagné durant toute ma carrière professionnelle. Et pendant 25 ans, j'ai eu des postes à responsabilité dans différents secteurs économiques des sociétés dans lesquelles j'étais. Et également, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, j'ai vécu un burn-out parce que j'avais une incapacité à gérer mes émotions, à gérer mon stress. J'avais une communication qui était vraiment catastrophique avec les autres. J'étais vraiment, justement, un manque de reconnaissance vis-à-vis de moi-même, un épuisement total. Je tirais sans arrêt sur la corde. Je n'arrivais pas à faire des pauses, je n'arrivais pas à m'arrêter, je n'arrivais pas à concilier le travail, la maison, les enfants, ma mère qui vivait un burn-out et également à cette époque et qui vivait aussi la maladie d'Alzheimer. Donc la maladie d'Alzheimer chez elle a provoqué un burn-out. Et effectivement, tout ça, c'était énormément difficile pour moi à gérer. Donc petit à petit, en tirant de plus en plus sur la corde, le corps m'a envoyé des signes que je n'ai pas voulu écouter à l'époque puisque je travaillais dans un grand groupe américain et je travaillais en décalage horaire permanent, c'est-à-dire que je travaillais avec les États-Unis. Donc, je travaillais le jour, la nuit, le week-end, je ne m'arrêtais jamais. Et à un moment donné, le corps a dit stop et j'ai vécu un burn-out. Donc, j'ai fait comme toutes les personnes qui vivent un burn-out, j'ai été voir un médecin au premier. Enfin, j'ai d'abord été hospitalisée pendant 3 semaines et ensuite, j'ai vu un médecin qui m'a donné des antidépresseurs et je n'étais pas du tout alignée avec le fait de prendre des antidépresseurs. Donc, j'ai essayé de regarder un peu autour de moi ce qu'il existait comme autre possibilité pour dépasser cette épreuve. Et donc, je me suis tournée vers la sophrologie, vers des techniques qui sont complètement, qui accompagnent et qui permettent de dépasser cette étape de la vie. Et ça m'a tellement plu que je me suis formée à toutes ces techniques. Donc, je me suis formée à la sophrologie, à la PNL, à des techniques de libération des émotions telles que l'EFT, également aux neurosciences. Je suis devenue coach en neurosciences, un titre reconnu en RNCP. Enfin voilà, j'ai fait plusieurs formations et à la suite de ces formations, j'ai ouvert un premier cabinet à Marseille, puis un deuxième, où là j'ai accompagné à peu près 250 personnes. Alors sur ces 250 personnes, 190 étaient à peu près vivaient un burn-out. Et donc avec ces 190 personnes, j'ai créé une méthode qui est la méthode Respire, qui est une méthode d'accompagnement qui permet justement aux personnes qui sont à la limite de vivre un burn-out, qui en ont déjà vécu un, de pouvoir dépasser cette étape de la vie. Donc, suite à ces accompagnements que j'ai mis en place, je me suis aussi posé la question de qu'est-ce qu'il y avait en amont pour que tous ces cadres, ces managers et ces dirigeants vivent un burn-out? Donc, en me posant, en analysant tout ce qui s'était passé avec mes clients, je me suis rendu compte qu'effectivement, il était essentiel de travailler à la base sur la gestion des émotions, gestion du stress, la confiance en soi, sur ses valeurs, tout ça. Et donc, en parallèle, j'ai créé le Centre de formation du savoir-être et du leadership à Marseille, avec lequel je propose des formations en entreprise en prévention burn-out. Et également, j'ai créé le site
la plateforme burnoutfrance.com avec laquelle justement j'accompagne les personnes qui sont à la limite de vivre un burn-out ou qui en ont déjà vécu un. Donc voilà, il y a la prévention et il y a après justement l'accompagnement pour les personnes qui vivent vraiment cette étape de la vie. Voilà en quelques mots qui je suis. Alors, pourquoi j'ai fait ce webinaire aujourd'hui? Alors, c'est vraiment important. Ce webinaire est très important pour moi. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Alors, je fais ce webinaire parce que depuis les 6 derniers mois, j'accompagne à peu près en ce moment 50, c'est une moyenne hein, parce que je termine certains accompagnements et puis j'en continue avec d'autres et je reprends en permanence de nouveaux coachings. Voilà, mais j'accompagne environ depuis ces 6 derniers mois 50 dirigeants, 50 managers et je constate les mêmes résultats, les mêmes problématiques, les mêmes choses remontent à la surface, c'est-à-dire que le même mécanisme est mis en place par certains et il est vraiment essentiel de faire de la prévention dans les entreprises. Donc pour moi, ce webinaire aujourd'hui est plus important que ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant parce qu'on arrive à la fin de l'année et je fais l'analyse de tous les accompagnements comme chaque fin d'année, tous les accompagnements que j'ai faits. Et là, vraiment, il m'a vraiment paru essentiel de faire ce webinaire aujourd'hui sur plus de la prévention par rapport au télétravail, au confinement, par rapport à tout ce que nous vivons actuellement. Également, je constate que de plus en plus de dirigeants et de DRH reprennent contact avec moi par rapport à cette méthode Respire que j'ai créée, par rapport à ces accompagnements spécialisés dans le burn-out, parce que pour eux, il est essentiel aujourd'hui de faire des ateliers de prévention. Et nous voyons sur la plateforme burnoutfrance.com, nous avons de plus en plus de demandes, et chaque jour. Donc, il est vraiment primordial pour moi que les salariés, les cadres, les managers et les dirigeants comprennent que aussi que ceux qui vivent un burn-out ne sont pas des personnes faibles ou non investies. Et la parole entre le DRH ou entre les DRH et les employés doit être tournée vraiment vers l'ouverture. Plus les DRH, les cadres, les dirigeants et également les managers vont comprendre ce qu'est le burn-out et ils vont pouvoir mettre une prévention en place. Et également, il y a aussi une possibilité, une parole qui va s'ouvrir de la part des salariés. Parce que je me rappelle, moi, quand j'ai vécu mon burn-out, c'est vraiment la DRH qui est venue me voir quelques semaines avant en me disant « Laurence, là, il est essentiel que tu t'arrêtes. » Je ne voulais absolument pas m'arrêter. J'étais tellement investie dans mon travail, j'étais tellement persuadée que sans moi, rien ne pouvait tourner. Alors, ce n'était pas un ego démesuré ou surdimensionné. C'était simplement que j'avais tellement de tâches à réaliser que j'avais peur, effectivement, que si j'arrête mon travail ou si je m'arrête quelque temps, que ça allait justement se mettre, mes collaborateurs allaient avoir une charge de travail supplémentaire, puisque moi, je n'étais pas présente et j'avais justement ce côté professionnel qui était important pour moi. Je devais être là, je devais rester, je devais tenir, quoi qu'il arrive. Et vraiment, la DRH est venue vers moi en me disant, écoute, là, il est essentiel que tu t'arrêtes quelque temps, tu ne peux pas continuer comme ça. Et c'est vrai que le fait de m'arrêter juste une semaine à Noël, ça n'a pas été suffisant, puisque au mois de février, quelques mois après, mon corps a vraiment lâché. Donc, c'est vraiment important de créer cette possibilité de dialogue entre les DRH et les salariés. Et plus vous allez faire de la prévention, plus vous allez comprendre comment ça fonctionne, plus ce sera beaucoup plus facile et vous allez permettre aussi à vos salariés de pouvoir venir vous voir et d'en discuter avec vous. Alors, la triste vérité aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que 20% des managers seraient en plein burn-out contre 5% en mars 2020. C'est un bond énorme. Et pour janvier 2021, on a des chiffres qui sont catastrophiques, qui augmentent de jour en jour. Effectivement, depuis le 17 mars, des millions de salariés travaillent depuis leur domicile sans l'avoir choisi ni réfléchi. L'isolement, l'hyperconnexion, le management inadapté, c'est ce qu'on verra dans ce webinaire tout à l'heure. Il y a de nombreuses raisons pour pouvoir craquer. Alors, ce qui s'est passé depuis le mois de mars 2020, effectivement, là, je vais faire un état des lieux général. Ce n'est pas du tout pour mettre encore plus de stress ou encore plus de pression par rapport à tout ce qu'on a vécu. On en a déjà entendu parler depuis des mois et des mois. C'est juste pour que vous puissiez comprendre et prendre conscience
de tout ce qui a été vécu par toutes les personnes en général, que ce soit le salarié, la mère au foyer, la mère de famille, la retraitée, les étudiants. Voilà. C'est important de comprendre ce par quoi nous sommes passés. Il n'y a pas eu seulement qu'une étape dans tout ce que nous avons vécu depuis le mois de mars. Il y a eu plusieurs étapes où on nous a demandé de nous adapter, de mettre en place de certaines choses et puis de ressortir, d'être confinés, de ressortir du confinement. Pardon, il y a eu beaucoup de choses. Alors moi aussi, je bois. Voilà, on nous a demandé une adaptation totale. Donc effectivement, depuis le mois de mars, ces derniers mois, il y a eu beaucoup de difficultés qui ont été vécues par toute la population. Effectivement, les soignants ont dû prodiguer des soins dans des circonstances assez difficiles, puisqu'il y a eu de plus en plus d'entrées dans les hôpitaux. On ne connaissait pas la maladie, on ne savait pas vers quoi on allait, si effectivement c'était un fléau qui allait se perpétuer ou pas. Donc les soignants ont été vraiment face à des conditions de travail qui ont été quand même très pénibles pour eux. Ensuite, ça y est, c'est bon, ça s'arrête. Ensuite, pour les élèves qui ont dû s'adapter avec l'école à la maison, cela a été parfois difficile parce que effectivement, je vais respirer, ça va aller mieux. Voilà. Effectivement, certains n'ont pas eu de connexion Internet, donc c'était assez compliqué. Ensuite, certains salariés ont vu justement leur salaire diminuer du fait du chômage partiel qui a été mis en place. Également, certaines personnes qui avaient des revenus assez faibles ou assez bas ont vécu, ou qui vivaient également des crises humanitaires, ont vécu cette situation vraiment difficilement. Également, les personnes qui ont eu des troubles, mais des troubles mentaux, avec des maladies qui étaient déjà installées, telles que la dépression, ont vraiment vécu cette coupure totale de lien avec les autres et de connexion avec les autres, vraiment dans la difficulté. Et surtout aussi pour ceux qui ont perdu un être cher. Effectivement, il y a eu des deuils, il y a eu des choses difficiles à vivre. Donc pour ces personnes-là, ça a été de plus en plus compliqué. Alors, l'OMS, qu'est-ce que l'OMS est en train de nous dire? Alors, attendez, je vous ai perdu. Ouh là là, aujourd'hui, point de vue technique, c'est un peu catastrophique. Mais bon, ça y est, c'est reparti. J'ai repris ma respiration. Tout va bien. Alors, l'OMS nous prévient effectivement qu'aujourd'hui, du fait d'avoir eu cette pandémie, cela va augmenter la demande de services de santé mentale. Également, le deuil, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'isolement, la perte de revenus et la peur entraînent une aggravation des maladies et des pathologies mentales qui étaient déjà présentes. Juste pour vous donner un exemple, j'ai un ami qui travaille aux pompes funèbres et qui m'a expliqué que justement, il était en train de vivre un burn-out. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement de sens dans ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il était tellement impliqué dans son travail en tant que responsable des pompes funèbres. Il accompagnait ses clients auparavant, il était présent, il était dans l'écoute, il était présent le jour de l'enterrement. Et là, ce n'était plus possible. Donc, il voyait vraiment les familles souffrir de cette situation. Et pour lui, ça l'impactait émotionnellement et c'était quelque chose qui était de plus en plus difficile à vivre. Également, beaucoup de gens ont consommé plus d'alcool, plus de drogue et ont souffert de plus en plus d'anxiété et d'insomnie. Parallèlement, effectivement, la COVID peut entraîner des complications neurologiques et psychiatriques. Donc, c'est des états confusionnels, agitation ou accident vasculaire cérébral, par exemple. Il y a également des personnes qui souffraient de problèmes cardiaques et qui ne sont pas allées voir des médecins pendant la période de Covid, de peur d'attraper le Covid. Et automatiquement, ces personnes, à la sortie du premier confinement, ont eu des risques qui se sont aggravés. Alors, effectivement, ce qui est un petit peu préoccupant, voire même beaucoup, c'est qu'on nous parle aujourd'hui d'un 3e confinement en janvier 2021. Alors effectivement, qu'est-ce que le confinement? Comment cela a été vécu par vos managers, par vos salariés ou même par vous-même en tant que cadre, dirigeant ou en tant que personne?
Aujourd'hui, on est sorti du deuxième confinement, mais il y a eu un premier confinement mis en place le 17 mars. On est ressorti le 11 mai, une deuxième fois, le 30 octobre. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans quel état d'esprit s'est fait le premier confinement. C'est-à-dire qu'on nous a annoncé du jour au lendemain qu'on allait être confinés. On a demandé aux restaurateurs de fermer. Enfin bon, économiquement, les entreprises ont dû fermer du jour au lendemain sans vraiment prendre en compte de ce qui allait se passer émotionnellement pour chaque société et chaque personne qui vivait cette situation-là. Effectivement, cette semaine, on a demandé aux enfants, puisque justement on est à la veille des vacances de Noël, on a demandé aux enfants depuis jeudi de ne plus aller à l'école ou d'avoir la possibilité de choisir où est-ce qu'ils allaient à l'école ou est-ce qu'ils n'y allaient pas. Mais aussi bien dans les petites écoles que dans les grandes, aussi bien dans pour les élèves qui passaient un BTS ou qui faisaient des écoles de commerce, qu'il faut une école de commerce, c'est exactement la même chose. Donc on a demandé à la personne de se responsabiliser par rapport à ça. Est-ce que vous imaginez sur un élève, sur un enfant, la responsabilité, on est en train de lui demander de prendre la responsabilité, de se dire, voilà, je vais prévenir pour ne pas contaminer ma famille, pour ne pas contaminer les gens qui sont autour de moi. Je prends la décision de manquer jeudi et vendredi. Alors effectivement, pour ceux qui sont en BTS, il y avait des BTS blancs cette semaine. C'était un petit peu préoccupant. J'ai beaucoup d'enfants des managers et des cadres que j'accompagne qui ont justement fait remonter cette crainte de manquer 2 jours. C'est quand même assez important pour eux sur le programme. Ensuite, on est sorti depuis le 15 décembre de confinement, mais on nous a quand même mis un couvre-feu. Alors, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous expliquer. Là, ce n'est pas du tout pour faire un reproche au gouvernement. Hein. Il y a des mesures qui sont prises. C'est juste pour que vous puissiez prendre conscience. C'est un peu si on nous dit on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. Donc, en tant qu'être humain, nous devons nous adapter à cette situation. Nous avons le stress qui est provoqué par cette situation, puisqu'on ne sait pas trop où on va. Ce stress s'emmagasine, reste emmagasiné dans notre corps. Et c'est vraiment l'amalgame de toutes ces situations qui vont amener petit à petit au burn-out. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et également, on a des déplacements qui sont autorisés que pour le repas de Noël. Et vraiment, on a entendu des choses. Bon, voilà, les Français, en général, sont assez inquiets par rapport à cette période des fêtes. Et justement, cette possibilité d'être reconfiné de nouveau au mois de janvier angoisse de plus en plus toutes les personnes que j'accompagne. Donc, avec toutes ces mesures, il a vraiment fallu s'adapter. On nous a demandé de nous adapter. C'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons mis en place le télétravail en France. Donc, le télétravail, c'est quoi? Auparavant, le télétravail, c'était 1 ou 2 jours sur la semaine qui étaient décidés, c'était un choix personnel et c'était vraiment en collaboration avec la DRH ou les managers ou les dirigeants et vraiment le salarié disait « Ok, aujourd'hui, je fais 1 à 2 journées de télétravail par semaine. » C'était souhaité. Attention, le télétravail nécessite une charte, des formations au préalable et une phase d'expérimentation. Entre ce télétravail habituel et celui dû au confinement, les différences sont assez importantes puisque là, on a demandé aux salariés en 72 heures de passer d'un présentiel à 100% à un télétravail à 100%. Cela a été vraiment brutal et complètement inattendu pour les salariés. L'adaptation n'a pas toujours été facile parce que parfois, il manquait de matériel, parfois, il manquait justement d'espace et réadapter son lieu d'habitation justement en lieu de travail du jour au lendemain, pour certains, cela n'a pas été du tout évident. Et l'apprentissage s'est fait d'un coup, sans aucune préparation. Alors, mon constat et mon analyse sur les 50 personnes que j'accompagne depuis 6 mois, je vais vous partager les sujets sur lesquels nous avons travaillé en accompagnement individuel. Alors, ce qui me remonte généralement, ce qui a été remonté au départ, c'est qu'effectivement, l'espace à la maison n'était pas adapté. On n'a pas le bon matériel, on a dû acheter du matériel pour pouvoir imprimer et on a libéré de l'espace personnel justement. Et j'en ai même un qui m'a dit, mais ma maison, ce n'est pas mon bureau. Et je n'avais pas cet espace qui était créé. Donc, il a fallu que je débarrasse ma cave et que j'installe un bureau dans ma cave. Mais ma cave n'est pas un espace de travail habituellement. Donc, c'est parfois aussi mal vécu par rapport à les aménagements qu'on est en train de mettre en place.
et qui change complètement la maison, l'habitation. Ensuite, c'est le sentiment d'appartenance à l'équipe ou à l'entreprise qui diminue. Parce qu'en dehors des conférences calls, les personnes ne sont plus en contact avec les autres services. C'est-à-dire que je fais des visioconférences qu'avec mon service. Mais comme je sais que la personne avec laquelle j'ai l'habitude de parler ou que je rencontre dans les couloirs ou avec qui je vais boire un café pendant la pause, elle aussi, elle a des visioconférences avec son équipe. Je ne vais peut-être pas trop la déranger. Donc, effectivement, je vais avoir de moins en moins de contact avec les autres services, ce qui va aussi me couper du lien que j'avais auparavant. Également, les exigences du travail. Cette situation empiète sur ma vie privée. Je n'arrive plus à séparer ma vie privée de ma vie professionnelle. Les personnes ont l'impression qu'elles doivent travailler plus longtemps, elles finissent leur journée plus tard. Et surtout, comme elles n'ont pas l'habitude, elles n'avaient pas l'habitude de travailler dès le départ à la maison, justement, les dossiers n'étaient pas traités en temps et en heure. Ensuite, du côté émotionnel, ce qui était vraiment vécu au départ, c'est que la personne pouvait ressentir de la colère parce qu'on l'a laissée se débrouiller toute seule avec cette tonne de travail. Elle ne se sentait pas du tout efficace et surtout, la plupart des personnes ressentent aussi un manque de confiance de la part de leur N+2. C'est vrai que quand on est habitué à être en présentiel, le N+2 ou N+1 peut venir nous voir et constater qu'on est en train de travailler, mais là, quand on est à la maison, on se sent plus redevable, on a tellement peur d'être surveillé, de ne pas en faire assez, qu'effectivement, il y a comme un ressentiment de manque de confiance de la part d'une N+1 ou N+2 qui est ressenti. Également, ce qui est vécu, c'est la difficulté pour chacun d'avoir une coupure. C'est-à-dire qu'avant, quand on allait sur son lieu de travail, on avait la possibilité, on se levait, on prenait sa douche, son café, son petit-déj, on partait, soit on prenait le train, soit on prenait la voiture, on avait la possibilité dans la voiture d'écouter de la musique, dans le train on pouvait lire, préparer une réunion à l'avance, voir ce qu'on allait dire, ou sinon travailler sur un sujet où on avait du retard. Donc on avait vraiment cette coupure qui était faite et ensuite on se rendait sur son lieu de travail, idem le soir quand on quittait le travail. Pareil, on avait cette coupure travail-maison. Le midi, on pouvait manger avec ses collaborateurs, on pouvait prendre des pauses café et aller discuter avec des personnes avec lesquelles on était en lien à la pause café, à la cafétéria. Donc tout ça, c'est terminé aujourd'hui. Également, les salles de sport sont fermées, donc il y a une impossibilité d'évacuer le stress, d'évacuer la pression que l'on ressent. On l'a vu dans le premier webinaire, le burn-out, c'est vraiment cette accumulation du stress dans le corps qui fait que si on ne l'évacue pas, cette accumulation va provoquer à terme un burn-out. Il y a également une insécurité qui est vécue vis-à-vis de la situation, c'est-à-dire que les perspectives d'évolution pour la personne se pose souvent la question, est-ce que je vais savoir, est-ce que je vais pouvoir m'adapter et comment justement, quand je vais faire mes entretiens annuels de fin d'année qui vont arriver en décembre, janvier, comment ça va se passer? Comment je vais être jugée? Également, les personnes à distance se sentent beaucoup moins motivées qu'au bureau. Ce n'est pas le même état d'esprit, ce n'est pas la même manière de travailler. C'est-à-dire que quand on est au bureau, on peut se challenger, on peut se motiver les uns les autres. On peut, on va se rebooster. Quand il y en a un qui est en manque de morale ou en baisse de morale, l'autre va pouvoir le rebooster, le remonter. Là, quand on est tout seul à la maison, c'est un petit peu plus compliqué. Également, pour les personnes qui gèrent les clients mécontents, il y a cette difficulté à gérer seul l'émotionnel qui est renvoyé par le client. C'est extrêmement démoralisant et dévalorisant et aussi, et ça crée vraiment un manque de motivation pour les personnes qui sont en SAV et qui sont en télétravail ou pour les personnes qui ont à répondre au téléphone à des clients qui sont vraiment mécontents. Ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre eux n'ont plus envie de décrocher à un moment donné parce qu'ils sont seuls chez eux, ils sont vraiment dans cette solitude, dans ce mal-être qui s'installe et rien que quand le téléphone sonne, ça devient de plus en plus compliqué puisqu'ils savent que dès qu'ils vont décrocher, ils vont avoir un client mécontent et là, ils n'ont plus personne aussi dans l'équipe, il n'y a plus personne autour d'eux, on ne peut pas lui dire, bon allez viens, on va prendre un café, viens, décompresse, lâche prise, c'est pas grave, respire, tout va bien, ok, t'en as un mécontent, mais tout à l'heure, ça va mieux se passer. Là, il n'y a personne pour soutenir cette personne-là émotionnellement. Également, les femmes confinées avec conjoint ou enfant. Alors, ce n'est pas seulement… alors, quand je vous dis qu'elles cumulent le rôle et les tâches ménagères doublées par la situation,
Effectivement, ça ne veut pas dire qu'il y a que les femmes qui font le ménage, hein. Ça peut être aussi les hommes qui sont en garde alternée et qui s'occupent de leurs enfants et qui ont eu une semaine sur deux aussi, pareil, pendant le confinement, leurs enfants à la maison. Effectivement, il y a eu des tâches ménagères qui ont été doublées. Donc, il a fallu et s'occuper des tâches ménagères, et s'occuper des enfants, et s'occuper du travail. Ça a été un petit peu compliqué. Également, ce n'est pas parce qu'on est en confinement et qu'on reste à la maison qu'on doit faire le ménage. L'autre jour, j'ai un de mes clients qui me dit, alors voilà, depuis que je suis en télétravail, ma femme, elle, est en présentiel. Et effectivement, quand elle rentre à la maison, j'ai pas eu le temps de ranger, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Elle rentre entre midi et deux pour déjeuner. Elle a tout posé dans le lavabo. Bah, le soir, quand elle rentre, moi, je suis en télétravail, je suis là pour travailler. Donc, effectivement, il y a une charge supplémentaire, puisqu'il y en a un qui est à l'extérieur et l'autre qui est à l'intérieur. Effectivement, voilà, ça peut créer des conflits, et ça en crée, et ça peut créer des tensions dans le couple. Ça peut créer aussi une incompréhension. Ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on est obligé de faire plus de tâches ménagères. Également, il y a aussi une situation où les enfants ne comprennent pas ce que les parents sont en train de vivre, et ils ne comprennent pas également parce qu'ils restent à la maison, enfin, ils sont seuls pour le premier confinement, hein, les enfants sont restés à la maison et les parents étaient là, donc ils ne comprenaient pas aussi pourquoi papa, maman ne s'occupaient pas d'eux, pourquoi ils étaient derrière leur ordinateur en permanence, au téléphone. Alors même si certains ont créé des espaces justement de travail qui étaient différents des espaces de jeu avec leurs enfants. Les enfants de 3 à 6 ans ont vécu très mal cette situation et généralement, aussi bien en tant que mère qu'en tant que père, on se sent un mauvais parent puisqu'on ne peut pas répondre à la demande de nos enfants. Alors, vous voyez, c'est vraiment une accumulation, c'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas faire mon travail à 100% comme il me l'est demandé et j'ai l'impression de ne pas faire à 100% mon travail en tant que parent comme mes enfants me le demandent. Donc, effectivement, on va voir aussi les managers dans tout ça. Parce que c'est vrai que chaque salarié a vécu ce confinement ou ce télétravail imposé ou non, vraiment comme quelque chose de difficile. Mais les managers, on leur en demande aussi beaucoup. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on leur demande, en plus de gérer leurs tâches habituelles, de détecter en plus les risques psychologiques que peuvent vivre leurs équipes. J'ai beaucoup de managers et de dirigeants qui me disent, alors vous savez Laurence, déjà j'ai beaucoup de stats à faire, j'ai beaucoup d'analyses, j'ai beaucoup de... Voilà, mais je dois être présent, ce qui est normal pour mes équipes, puisque je ne les vois plus en présentiel, donc je dois être à l'écoute, mettre en place de plus en plus de choses. Mais en plus, je dois aller détecter, mais la DRH me demande de détecter en plus les risques psychosociaux ou les personnes qui étaient peut-être dans des états dépressifs et qui justement vivent des situations aggravantes ou alarmantes. Mais c'est très difficile pour moi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, aux managers, on leur a demandé d'utiliser, d'être multicasquettes. Effectivement, ils ont une responsabilité qui est devenue nouvelle avec justement le fait d'inventer de nouveaux rites au quotidien. Justement, il y a eu beaucoup, alors tous ont pu s'adapter, hein, c'est très bien. Moi, je suis très heureuse de voir les managers et les directeurs que j'accompagne qui me disent on fait des visioconf, enfin voilà, on est vraiment avec des entretiens individuels, voilà, avec tous les outils que je leur ai proposé de mettre en place. On voit vraiment la différence et on voit que les accompagnements et que le rôle du manager est vraiment reconnu et prend là justement tout son sens. Mais également, par contre, dans certaines entreprises, on voit bien aussi que ceux qui ne mettent pas un management de proximité, alors ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de mettre un management de proximité, mais c'est que parfois, ils n'en ont pas la capacité, ils n'en ont pas les ressources, ils ne savent pas comment faire. Et pour eux, c'est aussi difficile. On a beaucoup de directeurs ou de managers qui sont devenus managers, mais qui avant occupaient un poste technique. Et de par justement leur présence dans leur entreprise, ça fait peut-être des années et des années qu'ils sont là depuis très longtemps. Du coup, ils ont d'un point de vue hiérarchique, ils ont grimpé dans la hiérarchie, ils sont devenus, on leur a proposé un poste de manager, on leur a proposé un poste de directeur, mais ils n'ont pas appris à manager, on les a pas, ils n'ont pas été formés pour ça à la base. Donc effectivement, on leur a apporté des formations de management au fur et à mesure de la prise de poste, mais ce n'est pas inné. Donc,
Et là, justement, dans le confinement, dans ce que nous sommes en train de vivre, il est essentiel de mettre l'humain au centre. Donc, si on n'a pas compris l'importance et si c'est difficile pour nous de faire des visioconférences, c'est pas évident de parler en visio, d'avoir toujours le sourire, d'être toujours dans l'enthousiasme, de rebooster ses équipes. Il y a des moments aussi où le matin, c'est difficile pour le manager ou pour le directeur. Donc là, parfois, pour certains, c'est très difficile de mettre ce management de proximité. Donc effectivement, mais par contre, si ce management de proximité n'est pas mis en place, vous risquez d'avoir dans votre entreprise des cas de burn-out qui vont augmenter. Et aujourd'hui, moi, j'ai le retour, alors pas avec les clients que j'ai en accompagnement, mais les DRH qui m'appellent pour mettre en place ces accompagnements, qui me parlent de cas de personnes qui disent, voilà, soit vous mettez en place des choses, soit je me suicide la semaine prochaine. Donc là, c'est vrai, on arrive quand même à des extrêmes parce que les managers et les directeurs n'arrivent pas à créer ce management de proximité. Mais effectivement, ce n'est pas inné, ça s'apprend. Gérer ses émotions, gérer son stress, être aligné totalement en tant que manager ou directeur, ça s'apprend. Aujourd'hui, alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez aussi que je travaille aussi sur le management intergénérationnel. Pour les nouvelles générations, il est essentiel que le manager ou le directeur soit plus un coach qu'un manager. Le management à l'ancienne école, c'est terminé. Aujourd'hui, on demande des managers de proximité, un manager qui va être à l'écoute, qui va justement entendre ce que son salarié ou son coéquipier ou son collaborateur est en train de lui dire et qui va justement être là pour apporter des solutions, qui va être là pour créer de la dynamique, donner de l'enthousiasme. Donc, c'est vraiment un manager ou un directeur qui a déjà travaillé sur lui. Et également, les managers ont dû voir vraiment, ont dû justement faire l'impasse sur la quantité de travail et aussi sur la productivité et la rentabilité. Les ROI, là, ce n'était pas la peine. Sur le premier confinement, effectivement, on a plutôt laissé tomber le retour sur l'investissement. On a dit, bon, ben voilà, on va déjà remettre de l'humain au centre, mettre des visioconf, voir comment on peut gérer la situation, comment on gère le mal-être des uns et des autres. Donc, c'est vrai que la quantité et la qualité de travail a été vraiment mise à l'écart. Maintenant, ce qui se passe, le retour que j'ai de mes clients, c'est que le deuxième confinement n'est pas du tout vécu de la même manière. C'est-à-dire que le deuxième confinement est vécu avec beaucoup plus de stress parce que le premier confinement, c'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose qu'on était en train de vivre, on ne connaissait pas, on ne savait pas où on allait. Là, on a déjà eu l'expérience du mois de mars. Donc, au deuxième confinement, les managers, les directeurs se mettent beaucoup plus la pression et mettent beaucoup plus la pression à leurs équipes. Parce qu'aujourd'hui, il faut rattraper le retard. Effectivement, si au mois de mars, on n'était pas très intéressé, ou on avait mis de côté la qualité et la quantité, là, il y a quand même eu du retard dans certaines entreprises et il y a une pression qui est faite et qui est mise en place pour que justement, à la fin décembre, tout soit géré, tout soit fait comme les années précédentes. Donc, le deuxième confinement n'est pas du tout vécu de la même chose, de la même manière. Alors effectivement, on va revenir sur les bases d'un télétravail réussi. Quelles sont les choses qui sont à mettre en place? Mais vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que quand j'en discute, quand j'en ai discuté avec les personnes que j'accompagne, quand on leur dit « prenez du temps pour vous, prenez des temps de pause », ils me disent « non, on n'a pas le temps ». Et alors que c'est vraiment essentiel, c'est vraiment nécessaire. Sinon, vous allez vraiment vivre à la fin de cette expérience. On ne sait pas effectivement si on repart dans un confinement en janvier. Et là, ça va être vraiment catastrophique, ce qui va être vécu par les uns et par les autres. Alors, il est essentiel de s'imposer des rituels avant de commencer sa journée de travail, de se laver, de s'habiller. Par exemple, on a vu alors sur certaines photos, c'est assez drôle, on en rigole. Voilà, le cas, le manager qui est en costume cravate au-dessus et puis en dessous qui est en caleçon ou en jogging ou avec des savates. Donc voilà, mais effectivement, mais ce qui se passe, c'est qu'on a perdu des rituels qu'on avait mis en place au préalable. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus de soi comme avant. On ne se lave plus, on ne s'habille plus, ou alors on va prendre sa douche entre midi et 2 pendant la pause, on mange devant l'écran, devant l'ordinateur, on ne fait plus aucune pause pour soi. Donc le deuxième confinement est vraiment avec un changement radical par rapport à la première situation que nous avons vécue en mars, et c'est là où justement c'est préoccupant. Il est nécessaire et essentiel d'aménager un espace de travail confortable, de faire des pauses, de changer de posture.
Quand vous allez avoir ce stress qui va être accumulé dans votre corps, il est essentiel de bouger, de lever les bras, de marcher 5 minutes, de prendre une pause, de vous aérer. C'est essentiel pour justement ne pas arriver à l'épuisement professionnel. Se lever régulièrement, respecter des horaires de travail acceptables, comme on l'a vu tout à l'heure, comme on est complètement coupé des temps de trajet, on est complètement coupé de ces pauses qu'on avait auparavant. Effectivement, on travaille en continu. Il est essentiel d'être capable de se déconnecter, mais justement, pour beaucoup, cette réalité est complètement impossible. Également, garder l'ordinateur dans l'espace de travail et laisser le téléphone professionnel dans l'espace de travail dédié, excusez-moi, ça revient à la maison. Alors, également, attention, il est essentiel d'organiser toutes les semaines des réunions d'équipe en visioconférence ainsi qu'un séminaire par trimestre sur plusieurs jours et également des entretiens en individuel. D'encourager par ailleurs vos collaborateurs à sortir le plus possible de chez eux durant leur temps libre et à conserver une vie sociale. Certains d'entre eux me disent « Mais attendez, Laurence, on ne voit plus nos amis, on ne fait plus de resto, on ne fait plus de sorties, on reste confiné, on ne peut plus contacter les uns les autres. Enfin bon, c'est quand même assez compliqué. » Et également, ce télétravail, alors c'est vrai que quand on me pose la question de savoir si le télétravail de 5 jours est quelque chose que je préconise en entreprise, je dis non. Pour quelle raison? Tout simplement pour la cohésion d'équipe. Comment vous allez faire quand vous allez recruter de nouvelles recrues? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? On ne peut pas créer de la cohésion avec seulement de la visioconférence. Effectivement, attention, parce que pour la cohésion d'équipe, organiser une réunion, alors moi ce que je propose, c'est un outil qui fonctionne très bien. Je l'ai mis en place, je l'ai proposé à plusieurs managers et dirigeants là, ces derniers mois et ça fonctionne merveilleusement bien. C'est-à-dire que le lundi matin, vous proposez à chacun de parler pendant 2 minutes et justement, pendant ces 2 minutes, il va exprimer s'il a un dossier en cours, s'il a un objectif à faire dans la semaine et justement juste exposer la situation. D'accord? Effectivement, s'il a des difficultés, il peut exprimer ses difficultés dans la réunion simplement en disant voilà, j'ai ce dossier à réaliser, je dois contacter telle ou telle personne, mais alors je ne sais pas quel service contacter, qui est-ce qui peut m'aider? Effectivement, ça va créer de la cohésion, ça va créer justement du partage, puisque quelqu'un d'autre dans la réunion peut dire, bah, moi, si tu veux, je t'aide ou je connais très bien cette personne dans la société, si tu veux, je te mets en relation avec elle sans aucun problème. Également, à la fin de la semaine, on va reparler, on va relaisser ce temps de partage à ces personnes-là pendant 2-3 minutes où ces personnes vont expliquer comment elles ont réglé la situation, qui elles ont vu, ce qu'elles ont fait, la progression du dossier. OK ? Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui sont nouvellement recrutées dans l'entreprise ou que vous avez recrutées pendant le confinement? Ça va permettre à cette personne-là de savoir qui fait quoi, de savoir comment les personnes travaillent et d'avoir un historique. Ça va faire un peu comme du mentoring. Il va y avoir un historique de ce qui a été vécu et comment ça a été vécu et quelles sont les solutions qui ont été apportées et comment ça fonctionne et voilà comment les différents services fonctionnent et qui contacter dans telle ou telle situation. Donc, vous allez vraiment créer de la cohésion pour les personnes qui sont déjà dans votre équipe et pour les nouveaux arrivés, ça va justement leur permettre une connaissance de l'entreprise beaucoup plus intéressante pour eux. Puisque là, on travaille sur des cas concrets. Alors, on arrive à notre troisième partie. Qu'est-ce que le burn-out? Alors, le burn-out, c'est vraiment un stress chronique qui est subi au travail. Ce n'est pas psychologique, mais physiologique. C'est-à-dire que c'est l'amalgame et l'accumulation de tous les stress qu'on vit au quotidien qui va s'intégrer dans le corps, qui va rester et qui ne va pas être évacué. Également, le corps est fatigué. Cette fatigue va avoir un impact sur le moral. La personne commence à avoir des doutes sur ses compétences, sur ses qualités d'appréciation de soi-même surtout. Elle va devenir de plus en plus irritable. Elle va avoir effectivement un épuisement émotionnel qui va venir s'appuyer sur un épuisement physique. Le burn-out ne va pas apparaître brutalement. Il y a des étapes, il y a des phases. Il y a 4 phases, enfin 3 phases avant l'étape du burn-out.
Également, plus on va réagir plus tôt, plus on va mettre des stratégies en place qui permettent justement à la personne stressée de se reposer, de récupérer, de s'éloigner de la source de stress, plus on va éviter justement que le burn-out arrive. En résumé, les signes du burn-out, c'est vraiment, voilà, bon, je ne vais pas vous les lire parce qu'on va perdre du temps, vous les aurez dans le replay, mais c'est vraiment important de comprendre que le burn-out ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment une accumulation de situations, c'est vraiment une démotivation qui s'installe, un désintérêt qui s'installe petit à petit de la personne vis-à-vis de son travail, vis-à-vis de ses collaborateurs. C'est pour ça que là, avec le confinement, vous voyez, la personne dans le burn-out, quand elle est en présentiel, elle va petit à petit se couper des autres. Elle n'arrive plus à gérer tout ce qu'elle a à gérer. Elle a trop de choses elle a trop de choses qu'on lui demande de faire de plus en plus de choses. Elle a vraiment cette hyperactivité permanente et c'est de plus en plus difficile pour elle de mettre en place des solutions et de mettre en place des actions. Donc, vous imaginez quelqu'un qui est confiné en télétravail. On verra tout à l'heure le lien avec justement les personnes en confinement et le burn-out. Alors effectivement, voilà comment certaines habitudes en télétravail vont augmenter le risque de burn-out chez vos salariés ou même chez vous-même ou chez vos cadres, chez vos managers, chez vos dirigeants. Vous voyez, j'ai mis à gauche les situations vécues et le lien avec le burn-out. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure qu'effectivement, pour chacun, alors je n'ai pas tout mis, hein, je vous ai juste mis quelques exemples pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe effectivement chez les personnes qui sont en télétravail. Il y a une difficulté pour chacun d'avoir une coupure, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, on va avoir une hyperactivité psychique qui va être justement centrée sur le travail et le temps est trop court et ingérable. On ne tient plus compte de ses propres besoins et de ses limites. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire de pause, on ne va plus se poser, on ne va plus arriver à gérer son stress et tout va vraiment s'accumuler à une vitesse. Ensuite, les salles de sport sont fermées, rester enfermé chez soi. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a eu on a ce besoin d'évacuer le stress, la pression qui est vraiment ressentie. Alors effectivement, quand on fait du sport, on a une fatigue également, mais c'est une fatigue qui est saine puisqu'on évacue justement toutes les toxines, on évacue tout ce stress qui est à l'intérieur de nous. Ensuite, l'insécurité vis-à-vis de la situation, mes perspectives d'évolution diminuent, vais-je savoir et pouvoir m'adapter au changement? Effectivement, il y a une dévalorisation. Alors, en temps normal, en présentiel, c'est ce qui se met en place. Petit à petit, la personne commence à se dévaloriser. Il y a une perte de confiance en soi, il y a un renfermement. On a une peur d'en parler à ses collaborateurs ou à ses collègues ou à ses équipes ou à ses dirigeants ou à son DRH parce que le burn-out est encore vécu en France comme quelque chose voilà, une personne qui vit un burn-out, c'est une personne qui est faible, qui n'est pas capable de faire face à tout ce qu'elle vit dans l'entreprise. Donc, elle est en incapacité, elle est nulle. Voilà. Et c'est ce qu'on va se répéter hein, constamment en boucle. Ça va tourner dans la tête. Je suis nulle, j'y arrive pas. Et c'est ça qui va amener petit à petit au burn-out. À distance, je me sens moins motivée qu'au bureau. Il y a une perte d'entrain, une baisse ou absence de motivation, un désengagement progressif, des doutes quant aux compétences professionnelles et une dévalorisation qui va s'installer également. Pour les personnes qui gèrent les clients mécontents, difficulté à gérer seul l'émotionnel renvoyé par les clients, la personne, il y a une faute d'orthographe, la personne doit y faire face. Donc effectivement, quand les personnes qui vivent un burn-out, généralement, sont vraiment des personnes perfectionnistes. Elles ont vraiment, pour elles, dans cette situation, c'est une personne qui, son travail a un sens particulier, c'est qu'elle est là dans l'aide, elle est là dans l'écoute, elle veut apporter la solution à son client. Et c'est vrai que dans ce télétravail, dans ce confinement, dans cet isolement qu'elle est en train de vivre, comme on l'a vu tout à l'heure, ben voilà, il y a un manque de motivation parce qu'on n'est pas dans l'équipe, on n'entend pas notre collaborateur à côté qui justement, lui, est dans la joie, on est dans un open space, il a son casque sur les oreilles et puis effectivement, voilà, il est dans la joie, il rigole avec son client, donc je me dis, bon, bah voilà, moi j'ai un client mécontent, mais à côté, ça se passe bien. Du coup, ça me remotive, ça crée justement cette envie de prendre le deuxième appel. Mais là, quand je suis tout seul à la maison et que je reçois que des clients mécontents, c'est difficile justement d'être dans cette dynamique et dans cet enthousiasme. Donc, effectivement, on va être dans l'incapacité de gérer ses émotions, ça va jouer sur notre humeur, sur le manque de reconnaissance et surtout sur le manque de confiance en soi. Et ça va créer vraiment cette accumulation journalière et mensuelle, hebdomadaire. Et voilà, et petit à petit, l'épuisement va arriver.
Alors, ce que nous avons vu dans ce webinaire, nous avons vu le confinement, nous avons vu le télétravail, nous avons vu comment reconnaître le burn-out et nous avons vu justement avec cette dernière partie quelles sont les attitudes et les habitudes prises pendant le confinement et avec le télétravail qui amènent au burn-out. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est ce que vous devez vivre au quotidien, effectivement, c'est que vous avez pris conscience en tant que DRH, manager, dirigeant, mais également en tant que salarié, vous avez bien pris conscience du risque d'augmentation du burn-out dans votre entreprise ou dans votre équipe ou parmi vos collaborateurs. Vous avez du mal à gérer avec le télétravail, les symptômes du burn-out et ne pouvez définir si tel ou tel collaborateur est en souffrance au travail ou pas. Vous voulez mettre en place des ateliers de prévention. Alors, mon constat, c'est qu'effectivement, en janvier 2021, il va y avoir de plus en plus de personnes atteintes de burn-out. Sur les 50 personnes accompagnées avec justement la méthode Respire et en prévention et en accompagnement avec la méthode Respire, la quasi-totalité a pu vivre ces étapes de confinement sereinement. Les ateliers de prévention également que j'ai mis en place ont permis aux différents acteurs de l'entreprise d'en informer les DRH et de mettre en place un accompagnement adapté à leur situation, comme on l'a vu tout à l'heure avec la libération de la parole. Là, c'est vraiment une partie qui est importante pour moi parce que je vous accompagne sur toutes ces parties-là, mais pour pouvoir vous accompagner, il est essentiel de vous expliquer ce que vous allez retrouver après le confinement. Alors, dès que les personnes vont revenir en présentiel, ce que vous allez retrouver, ce qui a déjà été vécu lors du retour après le premier confinement, mais là qui s'aggrave, c'est qu'effectivement, certains salariés ont trouvé des avantages au télétravail. C'est-à-dire que la diminution des coûts d'essence, c'est-à-dire d'un point de vue financier. Certains se servent des tickets restaurants pour manger le midi, donc ils n'ont plus à investir, donc ça leur permet de diminuer les coûts. Il n'y a plus l'essence à payer, il n'y a plus les trajets de train ou les trajets de métro. Donc ça va être nécessaire quand vous allez mettre le présentiel en place, quand vous allez mettre le déconfinement en place, justement de mettre petit à petit ce retour en présentiel, donner un sens à ce retour en présentiel pour ces personnes-là, parce qu'elles n'ont pas du tout envie de retourner en entreprise. Elles sont très contentes en télétravail 5 jours. Sauf que si ce sont des personnes qui sont essentielles à l'entreprise ou essentielles à l'équipe, sur lesquelles on a besoin d'une présence, comment vous allez faire ? Le salarié qui s'habitue au calme et qui s'habitue à ne pas être sollicité par tous ses collaborateurs, qui est habitué à être chez lui, qui pour lui, le télétravail s'est bien passé, voilà, tout très, très bien, chez lui c'est calme, il met de la musique, il met la musique qu'il aime, voilà, il a créé une ambiance de travail qui est complètement zen. Et justement, il n'est plus du tout habitué à ce qu'on le sollicite, à ce qu'on vienne le voir, au bruit. C'est très difficile de passer du calme au bruit. Donc ça aussi, il est essentiel d'accompagner les gens par rapport à ça. Également, le salarié qui vivait un harcèlement de la part d'un de ses collègues ou d'un manager et qui a peur de revenir à son poste, qui ressent déjà, avant de retourner au travail, la boule au ventre, le stress, la peur. Donc là, il est essentiel en tant que DRH que vous puissiez discuter avec ses salariés, avec ses collaborateurs qui ont vécu ça, et justement que la parole se libère et que les personnes puissent venir vous voir en vous disant « Écoutez, là, ça va être compliqué pour moi de revenir ». La mauvaise ambiance quittée et qui n'existe plus car les personnes ne se voient pas. Cette situation génère en amont du stress également pour le retour. Également le contraire, il y a une super bonne ambiance, il y avait une super cohésion dans votre équipe, tout se passait très très bien dans votre équipe, mais avec les visioconférences, les gens ont peut-être mal vécu la situation, les liens se sont justement coupés. Et petit à petit, des personnes se sont tournées vers d'autres personnes ou ont créé du lien avec d'autres personnes. Et on va se retrouver en présentiel, on ne va plus du tout avoir la même qualité de cohésion. Également, la personne qui a mis en place une nouvelle organisation chez elle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il a fallu s'adapter. C'est-à-dire qu'auparavant, je me lève, je prends ma douche, mon petit-déj, je me prépare, j'ai un temps de préparation. Là, non, j'arrive direct sur mon PC, je prends ma douche entre midi et 2, je mange sur le pouce ou j'ai le temps de me faire un café, je me lève. Enfin voilà, j'ai mis une organisation en place. Là, comment ça va se passer justement de retourner au bureau? Je n'ai pas du tout envie d'y retourner. Pour moi, ça se passe très bien.
La personne qui n'apprécie pas d'être en télétravail et qui est confinée, mais qui a peur d'attraper le Covid. Alors effectivement, on lui dit: «Non, mais vous allez revenir en présentiel, mais on va mettre de l'espace, on va» voilà. Et également, une autre chose aussi, c'est que, certains salariés m'ont dit: «Oui, mais attendez, nous, on nous a dit, non, mais là, on va être obligé de couper l'équipe en 2, c'est-à-dire qu'on va faire par alternance. Une semaine sur 2, ça va être une équipe, une semaine sur 2, ça va être une autre équipe». Et la personne me dit: «Mais moi, on m'a mise dans une équipe où je ne m'entends pas du tout avec la personne, avec les personnes qui sont là. Comment je vais vivre ça? Je n'ai pas envie d'y retourner». Et c'est exactement ça. Comment vous allez encadrer le retour en présentiel? C'est vraiment important d'y penser. Également, la personne qui vit des problèmes dans son couple depuis des années, la situation s'est aggravée avec le télétravail. Certains ont même fait des dérogations pour retourner au travail là pendant les 2 périodes de confinement. Comment vous allez faire si effectivement, puisque l'État nous préconise, lorsqu'il va y avoir le retour, au moins une journée en présentiel, enfin c'est pas une obligation, mais voilà, certains de mes clients ont reçu un courrier comme quoi il était essentiel de prévoir au moins une journée en présentiel et le reste en télétravail. Mais pour les personnes qui effectivement vivent des difficultés dans leur couple, on l'a vu avec les personnes qui vivent, alors là je vais aller dans les extrêmes, mais les personnes qui vivent de la violence à la maison, les cas de violence se sont aggravés. Donc comment on va faire? Comment vous allez gérer ça? Également, la personne célibataire qui, elle, déjà, voit pas grand monde, qui est vraiment célibataire, qui est toute seule à la maison, qui est chez elle, qui ne voit pas ses amis, elle fait plus de resto, elle a plus aucune possibilité de faire une rencontre amoureuse. Vous allez lui dire effectivement, bah, l'État préconise, 4 journées de télétravail à la rentrée, enfin en janvier, après le confinement. OK, super, comment cette personne va gérer tout ça? Et la personne, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est nouvellement recrutée pendant le Covid, qui a connu ses collègues, via les confs en visio et qui doit s'intégrer et apprendre à travailler en présentiel avec toutes ces personnes qui sont pour lui à moitié alors, ces personnes-là sont à moitié des étrangers et à moitié des personnes connues. Parce que c'est vrai que voilà, en visio, on n'a pas créé ce lien, on sait qui fait quoi. Et là, ça veut dire que la personne, elle a dû s'adapter dans un premier temps, à savoir qui faisait quoi, vers qui elle devait se diriger pour demander un conseil ou une aide. Mais là, passer de la visio au réel, c'est un petit peu compliqué de créer du lien. Donc, cette personne, on va lui demander, donc il va être essentiel que vous puissiez l'accompagner par rapport à cette situation. Comment justement mettre en place les bons outils, les bonnes habitudes, les bonnes attitudes pour justement créer cette dynamique et retrouver ce lien qui a été créé en visio par les personnes qui sont nouvellement recrutées. Donc voilà, donc les solutions, donc effectivement, je vous accompagne en formation sur tous les cas de figure qu'on vient de voir sur le slide précédent. Mais également, donc ce que je vous propose comme solution, c'est un atelier en ligne de 2 heures pour la prévention du burn-out dans votre entreprise, de mettre en place, nous pouvons mettre en place aussi un programme personnalisé de formation en prévention. Donc j'ai des stats à vos dispositions puisque ça fait 3 ans que j'accompagne 3 grandes entreprises avec des formations associées à du coaching personnalisé. Et justement, on a environ une centaine de managers, de dirigeants et de cadres. Également, un accompagnement spécialisé dans le burn-out avec la méthode Respire pour les personnes qui sont en train de vivre un burn-out ou qui en ont déjà vécu un. Alors, la méthode Respire, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment réveiller l'enthousiasme, la sérénité, la paix intérieure, tout en étant reconnecté à son être. Donc, c'est vraiment le résultat de plusieurs recherches, de plusieurs formations, surtout d'une pratique et d'un travail en cabinet qui a obtenu de réels résultats. Donc là également, j'ai des stats, si vous voulez. On pourra en discuter si vous voulez prendre rendez-vous. C'est également le regroupement de plusieurs enseignements et de pratiques qui ont fait une méthode unique qui fonctionne. Cette méthode regroupe les outils efficaces pour chaque étape après le burn-out, dans le but d'apporter justement, en plus d'outils faciles à intégrer dans sa vie de tous les jours, un mieux-être et une transformation. Alors, comme vous verrez dans le premier webinaire, effectivement, la méthode Respire est vraiment à mettre en place quand on est à la limite de vivre le burn-out, quand on est vraiment dans la phase 1 et 2, et après, quand on a vécu un burn-out. C'est-à-dire que quand on est en train de le vivre, là, c'est nécessaire vraiment d'être en arrêt total, de se reposer, de ne plus, voilà, de ne plus travailler, vraiment d'être, voilà, juste se reposer pendant un moment. Et
pendant cette période de repos, c'est difficile pour les personnes de pouvoir mettre en place de nouvelles attitudes et de nouvelles habitudes. Donc, il est essentiel que ces personnes passent par cette phase de repos. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement avec la méthode Respire se fait vraiment en phase 1 et en phase 1. Et après, justement, cette phase de repos et après, peut-être, cette prise de médicaments si vous êtes suivi par un psychologue ou un psychiatre. Par un psychiatre ou un médecin, pardon. Parce que les psychologues ne peuvent pas donner de médicaments. Également, cette méthode demande de l'implication de la part de la personne. C'est pour ça que je vous explique qu'effectivement, c'est soit en phase 1, 1 ou 2, soit en phase 4, puisque dans la phase, après la phase 4, justement, parce qu'en phase 3 et 4, c'est très compliqué d'apporter des solutions aux personnes qui sont vraiment en plein burn-out. Alors, ce que je vous propose, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, c'est donc avec le replay, effectivement, vous allez recevoir 2 vidéos. Donc, une vidéo de la méthode Respire qui vous explique mon parcours et comment cette méthode est née, pardon, plus un outil de la méthode Respire. Alors, effectivement, c'est un outil sur 5 mois d'accompagnement et sur toutes les formations, c'est énorme. Pour les gens qui me connaissent et qui ont déjà travaillé avec moi, je donne énormément. Je suis quelqu'un qui transmet. Pour moi, plus je transmets, mieux c'est. Plus les personnes ont des outils, mieux c'est. Et également, vous allez avoir avec ce mail que vous allez recevoir demain ou après-demain, un lien pour prendre rendez-vous. Alors, soit vous êtes dirigeant, vous êtes cadre, vous êtes manager, et effectivement, c'est pour vous-même et vous pouvez prendre rendez-vous. Ce sera justement, je serai très heureuse de vous entendre et de partager avec vous et de voir comment on peut mettre un accompagnement en place si vous êtes en train de vivre un burn-out. Soit vous êtes DRH et vous souhaitez mettre effectivement un atelier de prévention où vous voulez effectivement qu'on travaille ensemble pour pouvoir mettre en place une formation en prévention ou sinon des accompagnements pour vos cadres, managers, salariés. Voilà, c'est à vous de voir en fonction de ce dont vous avez besoin, effectivement, ma facilité d'adaptation, justement, mon expérience maintenant depuis toutes ces années dans les entreprises et avec les particuliers, fait qu'effectivement, je vous accompagne dans ces 2 cas de figure. Alors, on va terminer ce webinaire. Je vais vous retrouver dans le chat puisque je ne l'avais pas tout à l'heure, je ne l'ai pas en visuel. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est surtout passer de bonnes fêtes. Prenez soin de vous et merci d'avoir écouté ce webinaire avec moi. Alors, effectivement, là, vous voyez, ma voix est revenue, c'est bon. C'est vrai que la bronchite me fait tousser et me fait des picotements dans le fond de la gorge. Donc, c'est difficile pour moi à ce moment-là de parler. Voilà, moi qui suis une grande pipelette, une grande communicante. Donc, voilà. Donc, je suis revenue à une voix claire. Donc, je vais éteindre le partage. Maintenant, je vais voir les questions-réponses. Si on a 2-3 minutes, je vais prendre du temps pour y répondre. Alors. Arrêtez. Voilà. Et je vous retrouve. Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup de questions. Alors, profitez-en là maintenant, tant qu'on est encore en ligne, de poser vos questions. Il y a des choses qui viennent. Ah oui, alors là, on a beaucoup dépassé, excusez-moi, il est 13h09, donc effectivement. Alors, je vais juste prendre une ou 2 questions. Alors, une question. Est-ce qu'en tant que manager, je peux me faire accompagner avec la méthode Respire ou est-ce que c'est seulement pour mes salariés? Non, alors effectivement, la méthode Respire, alors si vous voulez, de par justement mon expérience depuis toutes ces années en accompagnement individuel et en accompagnement aussi de cadres et de dirigeants en entreprise, effectivement, donc on va travailler avec la méthode Respire si vous êtes à la limite de vivre un burn-out ou si vous en avez déjà vécu un. Et on va adapter aussi par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Puisque si aujourd'hui, on va avoir un premier rendez-vous, vous et moi, si à la fin de ce rendez-vous, je constate qu'effectivement, il est essentiel pour vous de travailler plutôt sur le savoir-être et le leadership plutôt que sur le burn-out, puisqu'effectivement, vous avez besoin d'avoir des clés sur la gestion des émotions, la gestion du stress, reprendre confiance en vous, mettre en place de nouvelles actions. Voilà, on va plus travailler, je vais adapter l'accompagnement
Si vous n'êtes pas en train de vivre un burn-out, effectivement, je vais accompagner l'accompagnement et ça va être du coaching plus avec le savoir-être et le leadership, plus qu'avec le burn-out. Alors, la deuxième question, après, je vais vous laisser et on récupérera toutes vos questions. La deuxième question, est-ce que les ateliers de prévention, quels sont les retours des ateliers de prévention? C'est ça, c'est ça. Attendez, je relis bien. Quels sont les retours de vos clients par rapport aux ateliers de prévention? Alors, le retour de mes clients par rapport à ces ateliers, c'est que ça a changé. Vraiment, il y a eu un avant et un après. Parce qu'effectivement, dans ces ateliers de prévention, je vais expliquer ce qu'est le burn-out, je vais dédramatiser le fait de vivre un burn-out, parce que comme on l'a vu tout à l'heure dans le webinaire, au début du webinaire, la plupart des personnes pensent que quand on vit un burn-out, c'est parce qu'on est une personne faible. Au contraire, pas du tout. Ce sont des personnes qui sont surinvesties, qui sont dans une hyperactivité. Bon, voilà, il y a plein oula, excusez-moi. Il y a plein de caractéristiques voilà, qui sont présentes en amont et qui font que ces personnes, à terme, alors tout le monde, c'est pas parce qu'on est hyper stressé, c'est pas parce qu'on est hyper actif, c'est pas parce qu'on est hyper investi dans son travail qu'on va forcément vivre un burn-out. C'est pas du tout, voilà. Il y a certaines personnes qui vont mieux gérer, d'autres moins bien. Mais effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, l'accumulation, l'incapacité à gérer son stress, l'incapacité à gérer ses émotions, on est dans un manque de reconnaissance vis-à-vis de soi-même. Donc voilà. Donc si on ne travaille pas sur soi, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les ateliers de prévention vont vraiment dédramatiser ça en donnant vraiment justement les caractéristiques, comment ça se passe avant de vivre un burn-out, qu'est-ce qu'on vit au quotidien. Et justement, on va parler des 4 phases et plus on va détailler ces 4 phases, plus les salariés se sentent beaucoup plus proches aussi de l'entreprise puisqu'il y a eu un investissement de la part de l'entreprise par rapport à cet atelier de prévention et également il y a une prise en compte du mal-être. La personne se sent vraiment reconnue parce qu'on reconnaît ce qu'elle vit actuellement dans l'entreprise. Et plus elle va se sentir reconnue, plus elle va pouvoir aller voir sa DRH ou aller voir son manager ou aller voir son dirigeant et dire voilà, là j'en peux plus du tout. Je suis à la limite de craquer. OK, on a fait l'atelier. Effectivement, je me reconnais dans telle et telle caractéristique. Alors, je ne suis peut-être pas en phase 4, mais je suis en phase 1, je suis en phase 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Et justement, cette communication qui va être tournée vers l'ouverture et où justement la parole va pouvoir se libérer, va faire qu'on va pouvoir accompagner en amont et éviter les arrêts de travail trop prolongés et puis effectivement cet épuisement professionnel et ce burn-out à terme. Voilà. Donc, on va arrêter, il est 13h14, j'ai dépassé, je suis vraiment désolée. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de très, très belles fêtes de fin d'année, beaucoup de cadeaux sur le sapin, profitez-en, des partages en famille, voilà. Passez de beaux moments, de bons moments ensemble, mettez de l'enthousiasme, de la joie. Les fêtes de Noël sont toujours un moment agréable à passer. Donc, je vous retrouve en janvier 2021. Vous allez recevoir le lien également pour prendre rendez-vous. Je suis disponible toute la semaine prochaine. J'ai libéré du temps exprès pour les rendez-vous suite au webinaire. Donc, vous allez recevoir tout ça dans le mail que vous allez recevoir demain. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt et un bon week-end surtout. Et pas trop de foie gras, pas trop de champagne, pas trop, non, enfin, tout ce que vous voulez, je rigole. Profitez-en, la vie est belle. À bientôt, au revoir.